Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parlerai des plantes du Costa Rica. C'est une vidéo que j'ai faite avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Il n'est pas si simple que ça de trouver des informations par rapport aux arbres et aux plantes du Costa Rica, mais c'était juste un défi que je m'étais fait, créer quelque chose d'original, quelque chose du bien pour le panorama du tourisme. Alors, bienvenue. Et aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi des choses très variées et très importantes comme lors de toutes mes vidéos. En effet, je parlerai des généralités sur les végétaux, sur toutes les plantes, entre autres, sur l'évolution des plantes, la définition des plantes et toutes ses caractéristiques, les adaptations de certaines plantes, les plantes du Costa Rica, et également la classification des plantes. Et j'aimerais justement, avant de lancer la vidéo, vous dire que les plantes, justement, les plantes sont des êtres vivants qui, entre millions de bénéfices, on connaît déjà 1000 bénéfices qui nous fournissent les plantes, comme par exemple le fait de nous donner l'oxygène dont on a vraiment besoin pour vivre. Il y a une raison qui me tient justement à cœur. Euh, c'est justement toutes les utilités des plantes sont vraiment innombrables. C'est pourquoi, d'après moi, il est très 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 important d'en prendre soin, d'apprendre à mieux connaître ces végétaux pour pouvoir mieux les protéger, compte tenu de leur rôle essentiel qui jouent tous les végétaux dans les mondes, dans nos vies. Moi, je voulais absolument consacrer du temps euh, pour connaître d'où elles viennent et aussi quels sont les noms pour les plantes du Costa Rica. Et c'est pour ça que je me suis vraiment donné de la peine pour pouvoir trouver des noms qui, euh, qui sont vraiment les noms adéquats, les noms vernaculaires en français et aussi vous donner le nom scientifique. Comme ça, vous pouvez un jour peut-être faire d'autres recherches. Mais qu'est-ce que c'est qu'une plante? Justement, les termes de plante, ce sont tous les organismes végétaux, principalement terrestres, qui vont avoir une tige, qui vont avoir des feuilles aériennes, et ce sont justement des êtres vivants qui vont avoir majoritairement euh, une racine, telle qu'on les voit sur cette image. Il y a longtemps, les biologistes, ce qui est assez intéressant, avant, on croyait que les plantes ou les règnes végétales, euh, on l'appelait comme ça, plutôt en tout cas quand j'étais à l'école, et on me disait à l'école qu'il y avait aussi les champignons qui en faisaient partie, qu'il y avait les algues ou qu'il y avait les lichens qui en faisaient partie, mais c'est pas vrai. Hein. En fait, ils ont découvert que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, les règnes des végétaux ou végétales est très différent d'autres êtres vivants comme les champignons, comme les algues ou comme les lichens. Les lichens, ce sont des formations, on les voit ici, cette partie-là blanche, c'est des lichens. Donc, et là, on voit, ce sont justement la formation des êtres très très différents. Une algue avec un champignon, donc c'est pas une plante en soi. D'ailleurs, on nous dit justement que ces plantes, on a par exemple les plus petites, comme les mousses, qui ont une tige feuillée, vraiment de tout petits millimètres, qu'on voit des fois à Monteverde. On a aussi des mousses dans le monde entier, et ce sont des plantes qui n'ont pas beaucoup de racines ni tissus conducteurs. On nous a dit aussi, je viens juste de me rappeler qu'à l'école, on nous disait que on a les plantes sont des êtres vivants que c'était des organismes photosynthétiques et autotrophes. Donc, je ne sais pas si vous avez oublié, et c'est pour ça que je vous le redis encore, parce que c'est bien de comprendre ces deux termes. Lorsqu'on dit qu'une plante est photosynthétique, on veut faire comprendre que les plantes sont des organismes qui vont créer ou qui vont être capables de transformer le gaz carbonique, CO2, ou dioxyde de carbone, comme on le connaît, en matière organique en utilisant la lumière. C'est un procédé qui est complètement unique et qui existe que chez les végétaux. Après, pour ce qui est le mot autotrophe,
ça veut dire qu'il s'agit d'un organisme qui sera capable de produire de la matière organique à partir des minéraux ou des matières inorganiques aussi. Cela justement fait partie des processus qu'on vient de voir, connus comme photosynthèse, et permet la vie sur Terre. Alors, et là, oui, là, je vous montre la vidéo que j'avais prévue pour vous parler de l'évolution des plantes. Et après, je vous montrerai une deuxième qui portera sur les caractéristiques des plantes. Commençons avec celle-ci. Stéphane, c'est toi qui as inventé toutes les plantes et les fleurs qui sont dans ton jardin? Ah bah non, c'est pas moi, non, moi je ne fais que de m'occuper des plantes et de m'occuper du jardin afin que le jardin soit beau. L'invention, la création des plantes, c'est quelque chose qui date de longtemps, de loin, plus de 500 millions d'années, vous vous rendez compte? Et je pense qu'on va aller à l'intérieur, je vais vous montrer des choses. Alors Stéphane, comment les plantes sont apparues sur Terre? Vous voyez donc sur cette table, 500 millions d'années d'histoire végétale nous contemplent. Qu'est-ce que vous voyez là? Des algues? Parce que les végétaux sont apparus en premier dans l'eau et sous la forme d'algues qui vont se reproduire par l'intermédiaire de spores. Donc les spores s'en vont dans l'eau, vont se déposer quelque part ailleurs et de nouvelles plantes vont apparaître. Ensuite, les algues sont sorties de l'eau pour produire des plantes très basses il y a 400 millions d'années et ce sont les mousses qui elles aussi se reproduisent de la même manière par l'intermédiaire de spores. Je crois qu'ici on en voit encore deux qui sont là, en suspension sur ces petits filaments. Des spores qui vont s'échapper de la plante, qui vont tomber au sol pour devenir une nouvelle plante de mousse, mais ce qui ne se produira que dans la mesure où le sol est humide. Les spores de la mousse ont besoin d'eau pour pouvoir se développer. Ensuite, l'évolution continue. Et là arrivent les fougères. Ce sont des plantes qui, elles aussi, vont produire des spores, nous les voyons sous les feuilles. Et phénomène nouveau dans l'évolution des plantes, la fougère va pouvoir se développer, le spore va pouvoir se développer pour produire une fougère dans un sol qui, cette fois-ci, ne sera plus un sol gorgé d'eau, mais un sol comme celui du jardin. Ensuite, c'est là que ça se passe. Qu'est-ce que vous voyez là? Une branche de sapin? Ici, c'est une branche, effectivement. Ici, ce sont des cônes. Les conifères, puisqu'ils font des cônes, sont les premières plantes à avoir produit des graines. Ce ne sont pas encore des plantes à fleurs, mais ce sont des plantes qui vont produire des graines. Et ces graines, elles vont favoriser de manière absolument incroyable la propagation de ces plantes-là, qui vont investir de manière conséquente les territoires, et cela il y a 350 millions d'années. Ensuite, il y a 100 millions d'années, sont apparues les plantes à fleurs. L'élaboration continue d'être de plus en plus sophistiquée. Parmi les premières plantes à fleurs, il y a le magnolia, dont vous avez ici un fruit. La fleur est un organe qui permet à la plante de se reproduire. Elle va utiliser le vent pour disséminer ses graines. D'autres vont se servir des insectes, les séduisant de manière à ce qu'ils viennent les polliniser. Cette fleur va produire un fruit, qui lui-même va produire une graine, qui s'en ira plus loin pour multiplier la plante. Ce qui est extraordinaire, c'est d'imaginer comment, en 500 millions d'années, on est passé de ça, une algue, à cette plante-là, derrière vous, toute belle, toute jaune, toute séduisante. Et c'est cette évolution qui a permis aux plantes d'investir la quasi-totalité des surfaces terrestres de la planète et d'avoir tout autour de nous cette nature multiple, riche et si belle, sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Vous avez compris? Oui, merci Stéphane. Merci à vous. Donc voilà, cette vidéo nous explique d'où proviennent justement toutes les plantes, comment est-ce qu'on peut les trouver. Donc tout ce qui est l'évolution de l'origine, on a bien compris que l'origine des plantes, c'était principalement des êtres vivants minuscules et qu'il y a eu une évolution pendant les dernières 500 millions d'années. Donc ça, c'est très important. On a aussi découvert ce qui est une plante, quelles sont les caractéristiques. Il nous a parlé justement de leur reproduction par spore. On nous a parlé également de comment les plantes vont attirer, ils vont évoluer à travers les temps pour attirer des pollinisateurs, ce qui est une caractéristique des plantes à fleurs principalement. Et puis, il y a aussi une autre vidéo que je compte justement à vous partager, parce que maintenant qu'on connaît l'origine des plantes, il faut observer un peu plus près les caractéristiques ces êtres vivants et comment différencier ces êtres vivants d'autres groupes existants sur la Terre, par exemple des adaptations atypiques qui n'existent pas ailleurs. Donc, écoutez attentivement. Tac. Voilà. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo qui fait. Je pense que ça peut marcher. Là, je vais essayer. Normalement, là, ça va marcher.
Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une plante. Les arbres, les mousses, les fougères sont des plantes. En revanche, les champignons et les lichens ne sont pas des plantes. Quelles sont les principales caractéristiques des plantes? Elles sont vertes, elles ne bougent pas et elles tiennent droit sans squelette. Les plantes sont vertes à cause de la chlorophylle. C'est un pigment qui sert à la plante à capter la lumière et à transformer l'énergie lumineuse en tout ce qui va servir à la plante pour grandir, se reproduire, stocker des éléments et pousser. Il y a d'autres pigments que la chlorophylle pour capter la lumière. Par exemple, les caroténoïdes qui sont rouges. Comme tous les êtres vivants, les plantes respirent. Mais en plus de ça, elles sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles aspirent le gaz carbonique et recrachent de l'oxygène. Et la photosynthèse leur permet de transformer le gaz carbonique en sucre et en éléments qui composent les plantes. Contrairement aux animaux, dont les parois cellulaires sont souples et qui du coup ont besoin d'un squelette ou d'une carapace pour tenir debout, les plantes, elles, ont une paroi cellulaire renforcée avec de la cellulose, ce qui leur permet de tenir toutes seules debout. Par contre, chez les champignons, les parois sont constituées de chitine, qui est la même matière qui constitue les carapaces des insectes. C'est ce qui nous rappelle que les champignons ne sont pas des plantes. Chez certaines plantes, les arbres et les buissons notamment, la paroi cellulaire se couvre ensuite de lignine. C'est le matériau qui constitue le bois et c'est ce qui leur permet de s'élever très haut loin du sol. La contrepartie du fait que les plantes aient une paroi cellulaire rigide, c'est que du coup, elles ne peuvent pas se déplacer. Bien sûr, certaines algues sont déplacées par le courant et certaines plantes, comme les sensitives, ont des mouvements parfois très rapides. Du coup, lorsqu'une plante germe à un endroit, elle devra s'y développer et y vivre toute sa vie, que les conditions lui plaisent ou non. Du coup, les plantes ont mis en place des stratagèmes. Par exemple, le chêne vert, qui, en pleine lumière, a des feuilles toutes petites, comme ici. Lorsqu'il se trouve à l'ombre, il développe des feuilles très grandes et très différentes. Cette stratégie est vraiment un avantage pour la plante. Par contre, ça ne facilite pas la vie du botaniste amateur qui veut s'amuser à la déterminer. Les plantes sont généralement vertes parce qu'elles font de la photosynthèse, ce qui leur permet d'être autotrophes, c'est-à-dire capables de générer leur propre matière organique. Elles ont une paroi cellulosique, ce qui leur permet de s'élever sans squelette, mais limite la possibilité de mouvement. Et voilà, vous avez compris quelles sont les caractéristiques des plantes. J'espère que ceci vous a plu. Surtout cette vidéo est aussi intéressante. Donc, vous savez très bien, les plantes, ce sont des êtres vivants qui ne peuvent pas se déplacer. Par rapport, par exemple, on a des animaux qui peuvent se déplacer. Bon, les plantes, elles ne peuvent pas se déplacer. Quand on parle aussi des plantes, on a déjà dit les deux mots dont je vous ai parlé avant, les mots photosynthèse, photosynthétique et autotrophe, le fait de produire sa propre nourriture, donc c'est très important, et le fait que ces êtres vivants profitent de la lumière du soleil pour se développer. Justement pour moi, à travers les temps, je considère les plantes comme des panneaux solaires, mais qui sont apparus il y a des millions d'années en fait. C'est un groupe très très vaste, et on a des plantes très très simples, comme il a dit le monsieur dans la deuxième vidéo, il nous parlait des mousses, qui étaient des plantes très très simples, très petites. Et puis après, il nous parlait d'un carcus ou d'un arbre très bien développé qui utilise même des stratégies pour se protéger et pour ne pas gaspiller son énergie. Donc voilà, ce qui concerne les caractéristiques. Passons maintenant à justement la classification de plantes. Ceci est un peu plus technique. Quand on parle de la classification, on peut dire qu'il y a des milliers d'espèces dans le monde, et on a par exemple les plantes hépatiques, justement, qui comptent des 8000 espèces dans le monde entier. Ce sont les plantes les plus simples, et justement pour faire attention que les algues ne sont pas des plantes. Donc, ne pas confondre leur classification, c'était juste une évolution. On dit que les plantes sont évoluées des algues, mais que ce ne sont pas des algues en elles-mêmes. Donc, pour faire attention. Et on avait dit que les plantes les plus simples, telles que les mousses et les hépatiques, ce sont justement des plantes qui vont compter des évolutions très sommaires, en tout cas.
quand on parle de mousses, on a environ 1200 espèces des mousses en fait. Je vous fais penser par exemple au mot en espagnol on l'appelle musgo. Donc imaginez-vous qu'on a 1200 espèces de musgo dans le monde entier. Chose qui n'est pas très facile à reconnaître. Et ce sont des plantes qui se reproduisent telles qu'on a vu dans les deux vidéos par sport, n'est-ce pas? Puis on a les fougères plutôt ici. Donc on a des plantes fougères et tous les apparentés des fougères, ce sont des plantes magiques, ce qui me concerne. Hein, je les trouve, ce sont des plantes magnifiques qui se reproduisent par des spores. On dirait que c'est un peu comme de la magie, hein, qui se reproduisent par les vents, chose qui est très très intéressant. Et puis nous avons d'autres plantes aussi. Dans la famille des fougères, on a les plantes les plus anciennes également. Et on compte d'environ 12 000 espèces de fougères sur la Terre. Donc ça, c'est incroyable. Après, il y a les cycas. Donc on a les cycadées ou cycas juste ici. Je sais que ce sont des mots un peu... on n'a pas trop l'habitude d'utiliser tous ces mots, mais c'est juste pour vous apprendre un petit peu de vocabulaire technique. Les cycadées, on a aussi les ginkgos et on a les neptophytes. Comme on fait ou autre. Ce sont des plantes, comme on pourrait dire, qui font une sorte de palmier, qui présentent une couronne avec des feuilles comptées, insérées en un point central appelé mérythème apical. Et ce sont des plantes avec des feuilles très dures, qu'on connaît comme des feuilles coriaces, qui sont capables de résister à des températures très très chaudes, capables de résister à des vents très forts, et ce sont des plantes qui n'ont pas de fleurs. Donc, c'est vraiment toutes ces plantes ici n'ont pas de fleurs. Celle-ci que je vous montre juste là. Après, nous avons les groupes des conifères, très appréciés en Europe, un peu moins connus dans les tropiques, sauf le fait qu'on connaît les pins ou les sapins, ça on les connaît. Ce sont des plantes qui aiment bien les zones tempérées, ce sont des plantes avec des cônes, comme on a vu dans la première vidéo, c'est pour ça qu'on les connaît comme conifères. Et on dit que ces plantes sont apparues il y a 300 millions d'années. Il s'agit d'un des groupes les plus anciens aussi, mais c'est un groupe qui compte des peu d'espèces. On a environ 650 espèces, pas beaucoup. Mais bon, ce sont des plantes qui ont conquis des endroits très froids, hein, tels que le toundra ou des endroits dans l'Europe, dans les montagnes d'Europe aussi. Et puis, nous savons justement les plantes à fleurs. On connaît ces plantes, ou une grande majorité d'entre elles, comme les angiospermes, sont très très appréciées. Ce sont des plantes qui adorent les couleurs. Les animaux adorent ces plantes parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui se nourrissent de pollen. Et on dit qu'il y a plus de 150 000 plantes à fleurs dans le monde. Ce sont justement devant les groupes les plus connus et les plus variés. Moi, en tout cas, je considère que c'est un groupe qui va jouer un rôle vital pour les restes des autres êtres vivants, que ce soit pour nous, les êtres humains, que ce soit pour les animaux et même pour d'autres espèces de plantes. C'est justement le groupe les plus importants. Les premières plantes à fleurs ont vu leur jour on dit qu'il y a 140 millions d'années. Et bien sûr, ce sont des plantes qui ont la particularité de fabriquer des graines, mais aussi les seuls végétaux à avoir des fleurs. Et puis, justement, on dit également que ce sont des fruits, des plantes à faire des fruits, et les fruits vont se développer à partir de l'ovaire fécondé dans la chambre close ou un endroit où l'on trouve des graines. Cet endroit a une double fonction. D'abord, protéger les graines et ensuite les aider à se propager ou à se disséminer. Il y en a plusieurs groupes de plantes d'angiospermes ou des plantes à fleurs. On connaît les angiospermes basales et ils sont connus comme angiospermes primitifs, tels que les nénuphars, les plantes qui sont sur les rivières ou dans l'eau, comme les grands nénuphars qu'on trouve au Brésil, on connaît comme Victoria amazonica. En tout cas, il y a un nénuphar géant qui a ce nom. On a les magnoliers qu'on a vu dans la première vidéo de la RTS qui nous parlait de l'évolution des plantes. Il y a les anonacées, l'ananas, ou nous on connaît par exemple la guanabana. En tout cas, il y a les avocats ou les avocatiers qui font partie aussi de la famille des lauracées, qui font partie de ce type d'angiospermes primitifs. Et puis, on a
aussi dans ces groupes des plantes d'angiosperme, on est encore là, il y en a des plantes qui vont former des monocotylédones, c'est plutôt le nom scientifique ou le nom technique, le mot technique pour dire que ce sont des plantes avec une anatomie interne spécifique, par exemple les orchidées, les liliacées et des palmiers. Ce sont des très belles plantes qu'on considère comme des plantes ornementales. On a aussi les différents baquets de la famille des Aracées. Il s'agit des plantes très très toxiques. Il y a aussi des gens en Europe qui font partie de ces plantes. C'est fou parce que les gens payent très cher pour avoir ceci. On les connaît en espagnol comme narcisos. Et on peut dire que 3/4 des plantes dans le monde font partie de ces groupes. Leurs feuilles vont laisser voir des nervures en forme de filets. Les tiges sont dotées d'un système vasculaire parfait, très développé. Et ces tiges, ces systèmes vasculaires vont transporter l'eau et la sève justement dans le reste de la plante. Il y a également en Europe, on a les coquelicots, ils sont très connus, les arachides aussi très connus dans ces groupes. Donc. Et puis voilà, donc ceci c'est juste une introduction que je vous faite. Si je fais cette introduction, c'est pour pouvoir parler ensuite des plantes du Costa Rica. Il vaut mieux comprendre les bases pour après pouvoir parler d'espèces justement spécifiques des tropiques. Donc, j'ai fait cette vidéo. Dans une vidéo suivante, je vous parlerai des espèces locales ou des espèces du Costa Rica. À tout à l'heure!